Bonjour, début du sommet informel de Bruxelles et avant même la réunion des chefs d'État et de gouvernement des 27, les désaccords franco-allemands se sont affichés avec les premières déclarations. François Hollande a souligné la nécessité de prendre des mesures d'urgence pour la croissance. Le président a confirmé que les euro-obligations feraient partie des discussions, alors que la chancelière allemande a aussitôt rappelé y être opposée. On retrouve notre envoyé spécial à Bruxelles, Esther Lefebvre. Les premières divergences sont apparues dès l'arrivée des deux dirigeants. Première arrivée, François Hollande qui a dit que toutes les propositions pour la croissance seront mises sur la table et que les eurobonds font partie de la discussion. Son de cloche bien différent chez Angela Merkel qui à son arrivée a déclaré que les eurobonds ne contribuent pas à relancer la croissance. Sous-entendu, cette discussion sur les eurobonds, c'est hors sujet et elle a aussi précisé que ces eurobonds sont selon elle contraire aux traités européens. Vous le voyez donc, des tensions évidentes entre Paris et Berlin dans ce tout nouveau couple franco-allemand. Néanmoins, d'un côté comme de l'autre, on s'évertue à minimiser cette tension. Pour François Hollande, nous ne sommes pas venus pour nous confronter, mais pour dire ce que l'on pense. Et de son côté, Angela Merkel l'a rappelé, rien ne sera décidé aujourd'hui. C'est juste un échange de vues, a-t-elle précisé. Les vraies décisions, ce sera pour la fin juin. Esther Lefebvre à Bruxelles. La politique en France, pas question d'exclure Arnaud Montebourg du gouvernement. C'est la réponse ce soir du Premier ministre Jean-Marc Ayrault aux interrogations de la droite. Sa condamnation, selon lui, ne le justifie pas. Le ministre du Redressement productif a été condamné pour avoir injurié d'anciens dirigeants de Sifrance en septembre dernier. Thibaut Enoch, Martin Chouraki. Approchez, on va se rapprocher, on sera mieux pour causer. Hein. Venez. Son franc-parler l'a fait connaître. Aujourd'hui, il le rattrape. Une semaine après son entrée au gouvernement, voilà Arnaud Montebourg condamné pour injure publique. Les propos remontent à septembre dernier. En pleine campagne des primaires, le chantre de la démondialisation qualifie les patrons de la compagnie Sifrance d'escrocs. 8 mois plus tard, voilà le ministre du Redressement productif dans le flou. Doit-il démissionner du gouvernement? Car le 15 avril 2012, pendant la campagne, François Hollande en avait fait une promesse. Je n'aurai pas autour de moi à l'Élysée des personnes jugées et condamnées. Cet après-midi, le président découvre la condamnation d'Arnaud Montebourg en pleine conférence de presse avec le chef du gouvernement espagnol. Il plaisante sans répondre. Vous n'êtes pas obligé de répondre sur M. Montebourg. Mais la droite est vent debout. La réalité, c'est que M. Montebourg vient d'être condamné. La réalité, c'est que M. Hollande, à sa première nomination, a nommé un Premier ministre qui a été condamné en 1997. Alors dans ce cas-là, qu'ils ne disent pas, qu'il ne s'entourera pas de personnes qui ont été jugées et condamnées. Pour l'heure, Arnaud Montebourg a fait appel de sa condamnation, mais une autre ministre est désormais visée. D'après le Figaro, Christiane Taubira aurait été condamnée en 2004 pour licenciement injustifié de son ancienne assistante parlementaire. À droite, la bataille pour la présidence de l'UMP semble bel et bien avoir commencé. Dans une interview au Figaro Magazine, François Fillon affirme que depuis le départ de Nicolas Sarkozy, il n'y a plus à l'UMP de leader naturel. Il affirme qu'il prendra toute sa part avec d'autres à la compétition pour la présidence du parti. Réponse aussi sec de l'actuel secrétaire général Jean-François Copé. En ce qui me concerne, je ne suis pas de cette bataille-là. La seule bataille qui m'engage, c'est la bataille pour les législatives. Et c'est d'ailleurs pour ça que j'invite vraiment tous mes amis, toutes générations confondues, à faire œuvre de sagesse et à ne se concentrer que sur l'élection législative. Parce que j'ai une pensée quand même pour tous mes amis candidats aux législatives. Ils doivent se demander pourquoi tout d'un coup l'un des nôtres déclare sa candidature à la présidence de l'UMP qui viendra à l'automne. Mais aujourd'hui, seules les élections législatives nous engagent. Michel Néret a été remis en liberté. L'ancien numéro 2 de la police judiciaire de Lyon était détenu à la Santé depuis près de 8 mois. Il est soupçonné d'avoir fourni des renseignements à des personnes réputées proches du milieu lyonnais. La tuberculose dans un lycée du Val-de-Marne. 7 cas au total ont été détectés au sein de l'établissement Eugène Delacroix, maison Alfort, 4 élèves et un enseignant, mais aussi dans l'une des familles touchées et à l'hôpital, un membre du personnel soignant. Rappelons que la région Île-de-France concentre 2 fois plus de cas de tuberculose que la moyenne nationale. À Perpignan, on apprend aussi qu'un cas a été diagnostiqué chez un enseignant de musique.
Et par mesure de précaution, un dépistage systématique va être proposé à la centaine d'enfants de 4 classes d'une école primaire où ils donnaient des cours. À l'étranger, première journée de vote pour la présidentielle en Égypte. Elle s'est déroulée dans le calme. Il y avait des files d'attente dès l'ouverture des bureaux, placés sous haute protection policière et militaire. Et la fermeture, ce soir, a été repoussée d'1 heure. Sur place, au Caire, Patrick Fandiou. Sur les rives du Nil, dans le centre du Caire, il y a ce matin, avant d'aller voter, une autre priorité. Avant la queue devant les bureaux de vote, les longues files d'attente devant les stations-service. On veut un nouveau président qui aura les épaules solides pour résoudre ce problème de pénurie de carburant, car on n'en peut vraiment plus. Jour d'élection dans un pays en panne économique, où les finances comme les réservoirs sont à sec. Colère sociale qui donne du carburant au vote islamiste. Il faut un président qui soit un grand croyant, qui ait la religion en tête. Personne d'autre ne fera mieux. À 500 mètres, sous garde militaire, des électeurs alignés sur plus d'1 kilomètre. L'Égypte choisit son premier président dans un scrutin libre. Personne ne veut rater l'histoire. J'ai 50 ans et c'est la première fois que je choisis moi-même mon président. Je peux attendre toute la journée jusqu'à ce que je glisse mon bulletin dans l'urne. La tenue de cette élection présidentielle est inédite à double titre. Non seulement les Égyptiens votent librement pour la première fois, mais c'est aussi la première fois qu'il y a un vrai suspense électoral, car personne ne sait ce qui sortira des urnes quand les résultats du premier tour seront annoncés dans 3 à 4 jours. Dans un instant sur LCI, le quotidien, puis l'invité de l'économie, Emmanuel Kessler reçoit Yves Thibault de Silguy, ancien commissaire européen. Mais d'abord, la météo, Evelyne Delia, bonne soirée.